Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir au micro de Radio Courtoisie le philosophe Maxence Écart pour parler d'un sujet, j'ai presque envie de dire, je devrais dire, et on comprendra pourquoi tout à l'heure, pour parler du sujet, certainement le plus important, en tous les cas, pour parler de la démocratie. En attendant de m'entretenir avec Maxence Écart, je voudrais vous signaler, on nous demande de vous signaler la parution d'un nouvel ouvrage de Roberto De Mattei, Le Vicaire du Christ, édité par une toute jeune maison d'édition, au nom très très symbolique, les éditions Le Drapeau Blanc. Le titre de cet ouvrage, c'est Le Vicaire du Christ. Peut-on réformer la papauté ? C'est le thème qu'aborde le professeur d'histoire italien, l'historien italien et catholique Roberto De Mattei aux éditions Le Drapeau Blanc. J'en profite également pour vous signaler, puisque nous sommes encore au mois de mai pour quelques jours, que les éditions de l'Homme Nouveau vous proposent un hors-série de 68 pages consacré à la Vierge Marie, Marie dans toutes ses splendeurs. Un hors-série au prix de 8 € que vous pouvez vous procurer auprès de l'Homme Nouveau et notamment via son site internet que vous trouverez avec l'aide de tous les moteurs de recherche www.hommenouveau.fr. Et maintenant, j'accueille et j'ai le plaisir de recevoir dans ce libre journal Maxence Écart. Maxence Écart, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être présent à nouveau sur les ondes de Radio Courtoisie dans ce studio. Ensemble, nous avons presque 1h30 formidable, pour aborder le thème de la démocratie. Je disais tout à l'heure, et pas tout à fait sous forme de plaisanterie, parce que c'est quand même et vous allez nous le démontrer, je pense plus que amplement, c'est le sujet le plus important vu la place qu'occupe la démocratie dans nos sociétés contemporaines. Pourquoi est-ce que nous parlons de la démocratie et pourquoi est-ce que nous en parlons avec vous ? Bien, tout simplement parce que vient de paraître aux éditions Pierre-Guillaume Deroux la 3e édition, c'est ça ? C'est bien ça, oui. La 3e édition d'un maître-livre qui s'appelle Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, dont vous êtes l'auteur. Absolument. Alors quand je dis un maître ouvrage, c'est dans tous les sens du terme. C'est un maître ouvrage par la substance même qu'il contient et qu'il transporte. C'est aussi un maître ouvrage parce que il fait un peu son point. Il a à peu près 500 pages, un petit peu moins. Un petit peu moins parce qu'il y a une bibliographie qui est très importante et puis un index. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus épais que les précédentes éditions pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a changé la typographie pour le rendre plus facile à lire, plus agréable à lire. Ce qui est une très bonne idée. Et donc, je pense que là, on a le bon équilibre pour un livre, un vrai livre de vacances. Et la seconde, c'est parce que j'ai quand même fait beaucoup d'ajouts à cette édition sur le fond, sur la substance, sans rien changer de mes développements précédents, mais en les complétant, puisque j'ai poursuivi mes recherches et ça m'a pris 3 ans de travail. Et donc, il y a quand même beaucoup d'ajouts dans cette édition. Et donc, j'espère que mon lectorat, qui est fidèle maintenant, sera satisfait de cette nouvelle édition. Et je précise que le livre sera disponible en librairie à partir du 26, donc jeudi prochain, et vous pouvez déjà le commander sur Amazon. Et puis il y a également un petit dépôt qui a été fait à la fois à la librairie française rue Auguste Bartholdi et à la librairie France Livre au 33 rue Galande, où d'ailleurs j'irai signer. Allez-y. J'irai signer. Je crois le samedi 4 juin de 15 à 17 heures. J'irai dédicacer mon ouvrage pour ceux que ça intéresserait. Très bien, comme ça les auditeurs de Radio Courtoisie qui après vous avoir entendu auront très certainement envie d'approfondir le sujet et qu'ils le méritent encore une fois, et en tous les cas de vous lire et certainement de vous rencontrer pour continuer la discussion que nous allons commencer aujourd'hui, eh bien pourront prendre date à ce moment-là. Alors,
c'est la 3e édition. On va faire un petit retour en arrière quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, comment dire, la jeunesse de ce livre? Oui. Comment décide-t-on un jour d'écrire sur la démocratie, de passer des heures, des semaines, des mois, des années sur un tel sujet, j'imagine, vu le travail scientifique que ça représente, de suer sang et eau. Voilà, qu'est-ce qui vous a conduit à la démocratie, à cet élan amoureux vers la démocratie? Alors, c'est d'abord la curiosité. Puisque à l'origine, cet ouvrage était une thèse de philosophie en Sorbonne. Et j'avais choisi ce sujet de thèse après avoir fait ce qu'on appelait à l'époque un DEA, un diplôme d'études approfondies, où mon directeur de recherche de l'époque, qui s'appelait Janine Chanteur, qui nous a quittés l'année dernière, m'avait demandé le plan détaillé de cet ouvrage, qui se voulait une synthèse sur la question démocratique. Et donc pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que j'avais un peu de mal à m'y retrouver dans ce qu'était la démocratie, et donc pourquoi est-ce que vous aviez du mal à vous y retrouver? C'est simple, parce que la démocratie. Je trouvais au contraire que c'était une question très complexe. Je m'apercevais que cette question était vraiment au cœur de notre vie politique, et même bien au-delà de la politique, puisque ça devenait vraiment un système de pensée majeur de notre époque. Et je percevais qu'il y avait apparemment des contradictions que je voulais expliquer. Et c'est mon propos dans ce livre, c'est de faire comprendre ce qu'est véritablement la démocratie. Donc, voilà. Et alors depuis, j'ai fait cette thèse qui a eu une longue histoire, puisque pour l'anecdote, on aime les anecdotes sur Radio Courtoisie. Voilà. Et bien pour l'anecdote, je n'ai jamais pu la soutenir en Sorbonne, malgré j'ai tenté à 2 reprises. Et j'avais des rapports favorables, enfin, j'avais un jury constitué et tout cela. Et l'éminent professeur de la Sorbonne, Pierre Magnard, s'est battu pour que je soutienne. Mais il y a eu tellement d'opposition en Sorbonne que on m'a interdit cette soutenance. J'ai donc fait un procès pour passer l'examen. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous deviez soutenir une thèse sur la démocratie et qu'on vous a interdit de la soutenir. Oui, absolument. Ce que vous êtes en train de dire au micro de Radio Courtoisie. C'est ce que je suis en train de dire au micro de Radio Courtoisie. Et vous êtes allé au procès. Ma soutenance a été affichée en Sorbonne, puis ensuite elle a été annulée. Et puis ensuite j'ai fait un procès et que j'ai perdu parce que dans l'intervalle, mon directeur de recherche, qui avait changé entre-temps, a démissionné pour bloquer le processus, si vous voulez. Ah, c'est extraordinaire. Et donc c'est allé jusqu'au Conseil d'État qui a dit Maxence Écart, je sais plus quels étaient les attendus du rapporteur, mais c'était assez amusant. Maxence Écart est un golden boy qui fait de la philosophie, enfin des choses comme ça. Alors que moi je ne demandais qu'à passer l'examen au risque d'être collé. Bien sûr. On n'avait qu'à me mettre une mauvaise note en me disant votre thèse est mauvaise, et voilà. Comment est-ce que vous expliquez tout ça? J'explique tout ça tout simplement parce que je crois que ma thèse, quelque part, ne peut pas être contestée. Parce que, précisément, elle respecte les règles de la recherche scientifique. Il s'agit tout simplement de faire l'histoire de ce concept et de recoller les morceaux du puzzle. Et je pense que ce recollage est incontestable. D'ailleurs, jamais personne n'a contesté le fond de ma thèse. Et j'ai même il n'y a qu'une seule personne qui l'ait fait. Et je vais dire dans quelles circonstances et comment ça s'est terminé. C'est assez amusant. Oui, je vous vois sourire là. Il y a une petite publication à Lyon qui s'appelle le Bulletin des Lettres. Oui, bien sûr. Et qui est une publication destinée aux enseignants, en fait. Et lors de ma première édition, j'avais eu une recension que je n'avais pas sollicitée sur mon ouvrage, en disant c'est le grand retour des fondamentaux et des recherches de fond, donc, sur les grands thèmes. Et l'auteur, il y avait plusieurs livres sur la démocratie qui étaient cités, et il avait cité le mien. Et donc, en faisant tout un paragraphe,
Et il en avait dit du mal en disant que ce livre, alors je me souviens plus exactement ces termes, mais il n'aimait pas le ton de mon livre, qui pourtant, je crois, est assez neutre, puisque moi, je ne fais que de la philosophie. Et puis, il avait fait un petit coup de griffe, l'auteur, le journaliste. Il avait dit, et puis il dit des bêtises sur Kant et Hegel. Alors j'étais très ennuyé, vous voyez, de voir ce genre de choses publiées dans une revue pour enseignants. Et donc je lui avais écrit en lui disant, cher monsieur, je prépare la seconde édition, veuillez m'indiquer où je me suis trompé parce que je voudrais me corriger. Et il m'a répondu très gentiment. Il m'a dit, écoutez, ma plume a dérapé, vous auriez pu être beaucoup plus sévère avec moi. Bien évidemment, vous n'avez rien dit d'inexact ou de tout cela. Et il a eu un assez beau geste, ce monsieur dont le nom ne me revient pas. Il m'a fait une recension pour la seconde édition qui était très très agréable, très louangeuse, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Mais il y a toute une histoire autour de votre livre. Il y a toute une histoire autour de ce livre, bien sûr. C'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Pourquoi ne laisse-t-il pas indifférent? Tout simplement parce que la démocratie, nous vivons dedans. Donc ça fait partie de notre existence. Donc quoi qu'on dise sur ce régime, ça nous touche quelque part. Bien sûr, mais en même temps, les contestataires ou les gens qui s'interrogent sur la démocratie ou qui la discutent sur tel ou tel point, pardon Maxence Écart, mais il y en a eu d'autres certainement, peut-être pas avec cette amplitude, mais les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent un certain nombre de penseurs ou de personnalités qui ont contesté la démocratie. Alors, moi, mon propos, en réalité, n'est pas de contester, c'est un travail scientifique, on est bien d'accord, et on va en parler. Mais je veux préciser une chose. Mon propos n'est pas de faire une critique de la démocratie, parce que vous l'avez dit, beaucoup d'autres auteurs bien plus prestigieux que moi l'ont fait avant moi, et à commencer par le grand Platon, qui fait un portrait assez fidèle de la démocratie et explique quelles sont les faiblesses de la démocratie. Et des auteurs, on peut être tout à fait démocrate en la critiquant. Vous voyez, on peut être historien. Jacqueline de Romilly explique, elle a fait un livre là-dessus, Problème de la démocratie grecque, que la démocratie athénienne fonctionnait extrêmement mal. Et pourtant, personne n'a accusé Jacqueline de Romilly de ne pas être d'accord avec le principe de la démocratie athénienne. Parce qu'en quelque sorte, c'est une question tout à fait historique. Ça nous concerne. C'est une question historique, mais plus récemment, prenez un Tocqueville. Prenez Tocqueville qui décrit la démocratie en Amérique, il a des pages extrêmement critiques en réalité. Or, tout le monde lit Tocqueville et personne n'a dit Tocqueville est un antidémocrate. Non, bien sûr. Et ce serait pas permis. Moi, évidemment, je reprends, puisque c'est un ouvrage de synthèse, je reprends ces critiques sur la démocratie parce que je pense que il faut les reprendre et que l'on aime ou que l'on aime moins ce régime, on doit être conscient des critiques qui peuvent être faites à son endroit. Mais je pense ce qui a gêné plus certaines personnes en Sorbonne, c'est que mon ouvrage, en tout cas c'est son ambition, c'est l'impulsion que j'ai essayé de lui donner modestement, va au-delà de cette question politique pour aborder une question qui est encore plus sensible que la question politique et qui est la question métaphysique. Alors métaphysique, c'est un mot qui fait peur et on y reviendra tout à l'heure. Oui, on va prendre notre temps justement. On va prendre notre temps. Mais je pense que c'est ça qu'on m'a reproché. Vous voyez, c'est ce lien-là qui m'a été reproché. Qui vous a été fatal quand même, si je comprends bien, d'un certain point de vue en tous les cas. Qui a fait que je suis bien prétentieux de vouloir parler à votre micro sans être un docteur de la Sorbonne. Écoutez, comme je ne suis pas non plus un docteur de la Sorbonne ni nulle part ailleurs, j'ai quand même le plaisir de vous recevoir au micro de Radio Courtoisie pour donc la 3e édition de votre ouvrage, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Un très très bel ouvrage, même graphiquement si je puis dire. Oui, la couverture est très réussie. C'est une parfaite réussite et effectivement vous aviez raison en début de cette émission de le signaler, la typographie rend cet ouvrage
qui quand même demande un peu d'attention, rend tout à fait cet ouvrage lisible. Et puis, alors j'attache beaucoup d'importance à mettre de la couleur et j'allais dire des images dans ce livre de philosophie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que des images? Oui, alors la préciser pour les auditeurs, parce que ce sont des anecdotes en fait. Et la philosophie, c'est pas quelque chose de théorique, de sec ou de ça. C'est quelque chose de merveilleux, la philosophie. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Oui. Et donc, j'ai plein de petites anecdotes qui aident à la lecture et reposent le lecteur. Alors, il y a autre chose qui aide à la lecture, puisque vous en parlez, vous avez aussi le sens des formules. Et c'est important pour le lecteur, puisque ça réveille l'attention au bon moment pour que il soit suffisamment frappé par une idée force pour que voilà son attention soit bien soutenue, reparte et qu'il sente cette vie qui est transportée par ce que vous avez écrit. Je voudrais revenir, et puis après on continuera sur le fond du problème, mais je voudrais revenir à vos aventures en Sorbonne. Ce livre est quand même préfacé par Pierre Magnard. Absolument, parce que Pierre Magnard... Alors qui est Pierre Magnard d'abord? Pierre Magnard, c'est un des plus grands philosophes vivants actuels, tout simplement, puisque... Donc il y a vous et Pierre Magnard. Ah non, moi je ne suis qu'un petit étudiant très modeste. Mais Pierre Magnard, donc j'ai suivi ses cours en Sorbonne. Et donc Pierre Magnard, pour vous retracer sa carrière, et a écrit de très nombreux livres. Il a terminé sa carrière comme professeur de métaphysique à la Sorbonne. C'est donc la chaire la plus prestigieuse qui soit. Et pendant toute sa carrière, il a été le conseiller proche de très nombreux ministres de l'Éducation nationale. Il a dirigé toute la partie sciences humaines du CNRS et il a reçu le Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu difficile de faire mieux que Pierre Magnard. C'est vraiment une sommité. C'est une sommité. Et alors, Pierre Magnard, pour lequel j'ai, au-delà du respect que je lui porte, j'ai une grande affection, puisque d'abord, c'est un homme dont les livres sont d'une grande profondeur. C'est un spécialiste on connaît tout quand on est un philosophe comme Pierre Magnard, bien entendu, mais son domaine de prédilection, c'est la philosophie des 15, 16 et 17e siècles. Et notamment la philosophie de la Renaissance. Moment crucial. Et c'est un moment crucial puisque c'est un moment où l'Occident bascule de ce qu'on a appelé la philosophia perennis, donc en simplifié Aristote, Platon et Aristote, vers la philosophie moderne. Et donc il a beaucoup analysé cela, il a fait de très nombreuses traductions, et puis il a fait également de nombreux ouvrages de fond. Il a écrit Questions à l'humanisme, où il interroge un petit peu la philosophie moderne, qui a eu également un prix de philosophie de l'Académie française. Enfin, c'est quelqu'un d'incontestable, de très reconnu, et je profite de ce micro pour encourager tous nos auditeurs à lire ces livres que l'on trouve partout, évidemment. Alors il a accepté de préfacer votre... Vous lui avez demandé, ça s'est passé comment? C'est très simple. Pierre Magnard était pressenti pour être le président de mon jury de thèse. Et il était allé voir le président de la Sorbonne quand il y a eu l'opposition d'un certain nombre de ses collègues. Et vous savez que les écoles doctorales sont des entités un peu collégiales, en fait, dans les universités. Et donc, il n'a pas obtenu gain de cause. Et lorsque donc ne pouvant obtenir mon doctorat, j'ai décidé de publier mon livre. Je lui ai demandé tout simplement une préface. Et il a accepté tout de suite. Et il a fait une préface qui m'a un petit peu gêné parce que elle est assez louangeuse. Elle est très belle. Mais en même temps, personne ne peut dire que mon ouvrage n'est pas de qualité quand Pierre Magnard a accepté de le préfacer. Il l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup Maxence Écart de ces précisions au micro de Radio Courtoisie. Alors je vous propose que nous entrions un peu plus dans le vif du sujet en suivant, enfin on va y aller d'un pas de
un pas de sénateur, si vous voulez bien. En suivant l'organisation même de votre ouvrage, votre introduction insiste sur la méthode que vous avez suivie, la méthode que j'avais envie de baptiser Champollion-Écart. Donc vous expliquez un petit peu comment vous-même vous avez procédé. Notre fil rouge à nous, ce sera donc votre livre avec ses têtes de chapitre, si vous voulez bien. Alors, ce livre, il était organisé, je le dis pour nos auditeurs, il était organisé en deux grandes parties. Je le dis, mais je le dis sous votre contrôle quand même. C'est à vous de me corriger si jamais j'ai été un mauvais lecteur. Mais jusqu'ici, je pense que c'est assez facile. Donc la première partie, vous l'avez intitulée « Observer » et la seconde partie, en fait, plutôt que la deuxième, puisqu'il n'y a pas de troisième partie. C'est vrai. La seconde partie s'intitule « Comprendre ». Alors, d'abord, pourquoi ce choix de deux parties et pourquoi surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi « Observer » et « Comprendre ». Eh bien, parce que précisément, je souhaitais faire une synthèse éclairante et je me méfie de tout esprit de système. Lorsqu'on fait de la philosophie, on a forcément des auteurs que l'on préfère. On a forcément, on dirait, des convictions. Mais si on veut être honnête, rechercher véritablement la vérité des choses, être, comme on le disait autrefois, réaliste, au sens aristotélicien du terme, aujourd'hui on dit scientifique, et c'est la même chose, eh bien, il faut d'abord observer l'objet que l'on veut étudier. Et il me semble que moi, je n'ai pas voulu énoncer une théorie. Et mon livre n'est pas un livre qui fait une théorie de la démocratie. Et c'est pour ça que personne ne le conteste au fond. Mon livre est un livre d'explication. Et c'est pour ça, on m'a dit, mais votre livre, c'est une série de citations. Oui, précisément. Je fais énormément de citations. Il y a beaucoup de notes de bas de page. C'est pour ça que c'est un livre que les étudiants aiment beaucoup. Oui, parce que on les comprend. Ça les aide à travailler, en fait. Mais en même temps, c'est parce que j'écris assez peu de choses de moi-même, de mon cru. L'intérêt de mon travail est de faire une synthèse. Mais pour que cette synthèse soit complète, on ne peut pas ne pas faire une sorte d'approche sociologique. C'est-à-dire de se demander, mais qu'est-ce que c'est que la démocratie aujourd'hui ? Vous voyez, une des choses qui m'a frappé, c'est, nous sommes à Radio Courtoisie, donc nous sommes proches du Bois de Boulogne, et le Bois de Boulogne... En ce qui concerne les studios, oui. Voilà, en ce qui concerne les studios. Et donc, le Bois de Boulogne, vous avez des clubs de sport. Et un jour, j'ai été très frappé, puisqu'on m'a dit, le club du Racing, il y a le club du Racing, qui est un club de sportifs, c'est pas démocratique. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'un club de sport peut être démocratique ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie surtout ? Qu'est-ce que ça signifie ? Bien sûr, oui. Bon, et puis alors j'ai poursuivi ma réflexion, puis on m'a dit t'as mis ton blue jean aujourd'hui, ça c'est un vêtement démocratique. Et on m'a dit la cravate c'est pas démocratique. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce que ça signifie on parle pas de politique là, on parle pas de souveraineté populaire. Et on voit bien qu'on a affaire à un concept qui est beaucoup plus large que des simples considérations politiques. Et donc c'est ça que j'ai cherché à cerner. Et une fois que je l'ai eu cerné, eh bien je me suis dit mais comment ça fonctionne ? Parce que il y a quand même l'aspect politique. On nous parle bien de souveraineté populaire. Et qu'est-ce que ça signifie ? Et puis ensuite, évidemment, j'ai pris connaissance de tout ce qu'en ont écrit les auteurs dont nous avons parlé au début de l'émission, les Platon, et puis toute la philosophie des Lumières, et les auteurs plus récents. Et on voyait qu'il y en a qui étaient très favorables, d'autres qui étaient critiques, qui reprochaient des choses, qui sont... Et puis il y a même des philosophes qui sont considérés comme les pères fondateurs de la démocratie. Je pense à Rousseau, à Kant, à Hegel. Et quand on les lit, ils ne sont pas démocrates. Ils critiquent la démocratie. Je me suis dit, mais on n'y comprend plus rien. Mais comment recoller tous ces morceaux-là ?
Et c'est donc l'objet de cet ouvrage d'essayer d'éclairer tout ça, de recoller les morceaux du puzzle. Vous avez apporté la colle, si je comprends bien. Voilà, moi je suis un colleur. Colleur, bon, je vais essayer de pas être collé à mon tour. Reprenons un peu dans l'ordre. La démocratie, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un antique système qui nous vient des Grecs. Absolument. Que les auteurs classiques, vous venez d'en citer quelques-uns, je parle sous le contrôle là encore, bien sûr, mais ont intégré généralement dans leur conception des régimes, enfin dans les typologies qui ont eu cours de manière classique en tous les cas. Or vous, Maxence Eckart, si je prends la table des matières de votre ouvrage, je vous ai dit qu'on suivrait cette table des matières. Vous commencez par affirmer dans un titre « La démocratie est une idéologie ». Absolument. Alors, oui. Eh bien, tout simplement parce que pendant des siècles, la démocratie, donc depuis les Grecs en réalité, puisque la démocratie naît en Grèce, et elle est très étudiée dès le début, y compris par les grands philosophes, les Platon, les Aristote, et puis par tous les historiens de l'époque. Et puis, elle sombre dans la défaite d'Athènes contre la Ligue de Sparte après la guerre du Péloponnèse. Et puis l'arrivée de Philippe de Macédoine. Et ensuite, la démocratie, on n'en entend quasiment plus parler. Enfin, il y aura eu une démocratie à Rome, et qui aura à peu près le même sort. Et on n'en entend plus parler. Et pendant des siècles, jusqu'à la Révolution française, la démocratie est considérée tout simplement comme un régime de gouvernement. Les philosophes expliquent qu'il y a 3 types de gouvernement: la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Et c'est donc juste une catégorie, si vous voulez, de gouvernement. Or, aujourd'hui, nous avons parlé du club du Racing, nous avons parlé des Blue Jeans, on s'aperçoit que la démocratie va bien au-delà d'un simple régime de gouvernement, et je crois que c'est Maritain qui dit que c'est une philosophie générale de la vie humaine. Jacques Maritain. Et donc c'est quelque chose qui va bien au-delà. Alors, si on fait une petite enquête sociologique sur qu'est-ce qui a la qualité de démocratique ou pas démocratique, on a, si vous voulez, quelque chose d'extrêmement large. Et donc ça répond à la définition de ce qu'on appelle un système global d'interprétation. Et c'est la définition des idéologies que nous donne Raymond Aron, si vous voulez. Et en fait, on s'aperçoit, alors c'est pas très important, mais il faut en être conscient, que la démocratie a toutes les caractéristiques d'une idéologie. Aujourd'hui, dans l'esprit de nos contemporains, idéologie, c'est un peu négatif. C'est même très négatif, oui. C'est même très négatif. À l'origine, le concept d'idéologie n'était pas négatif. Et dans l'esprit de Raymond Aron, il n'est pas négatif. Ça veut dire simplement que c'est un système de pensée un peu différent de ce qu'on appelait les grandes pensées philosophiques autrefois, qui sont construites, qui sont rationalisées. Et donc, ce que dit Raymond Aron, c'est qu'il dit que, en fait, c'est un ensemble de propositions de faits et un système de valeurs. Donc c'est à la fois des propositions de faits, c'est-à-dire des choses qui sont jugées incontestables. Par exemple, le fait que le peuple peut gouverner, ou le fait que tous les hommes soient égaux, ou le fait que nous naissions libres. Ça, ce sont considérés comme des propositions de faits. Et puis ensuite, vous avez des valeurs. Et donc c'est un système de valeurs. Alors je fais dans mon livre, mais là on va pas rentrer dans ce détail, ce que c'est qu'un système de valeurs. Donc ça ce sont des concepts qui sont nés au 19e siècle. Mais il y a des valeurs démocratiques et elles sont très nombreuses, ces valeurs démocratiques. Et alors j'ai cité l'égalité, j'ai cité la liberté, mais il y a plein d'autres valeurs. Par exemple la libre entreprise. On va vous dire que c'est démocratique par opposition au système soviétique, où l'économie planifiée est jugée non démocratique. Et donc, j'analyse également dans mon ouvrage le lien
entre le système démocratique et le libéralisme. Et il y a un lien qui est très fort. Très intéressant comme parti. Il y a, par exemple, la rigueur scientifique. On va vous dire que la rigueur scientifique, ça fait partie de la démocratie. Et puis aujourd'hui, on va vous dire que on fait un lien avec l'écologie, avec la défense de la nature. Vous voyez, Save the Ocean, on va vous dire, sauver l'océan. Hein, je dis ça, non mais c'est parce que c'est une citation d'un slogan américain. Le cochon est quand même bien présent, je tiens à le signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent. Non mais sauver l'océan, on va vous dire, c'est être démocrate. Est-ce que les fameuses valeurs républicaines dont on nous rebat les oreilles sont ces évidemment les années, valeurs de la démocratie. C'est en fait les valeurs de la démocratie. Et alors si vous n'adhérez pas à ces valeurs, eh bien on va vous dire, mais vous n'êtes pas démocrate. Et vous allez être suspect. Et au pire, vous allez avoir une sorte de mort civique. Puisque quelque part, vous allez perdre vos mandats si vous critiquez certaines valeurs républicaines. Si vous êtes élu, vous perdez vos mandats ou ce genre de choses. Et donc tout ça est caractéristique d'un système global d'interprétation, donc d'une idéologie. Et donc, je vais même jusqu'à dire, et ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Auguste Comte, que la démocratie, le système républicain, est quelque part une espèce de religion séculière. Et religion au sens le plus fondamental du terme, non pas quelque chose qui nous relie à Dieu, mais quelque chose qui relie les hommes entre eux. Et de fait... Une religion horizontale alors. Horizontale. De pure horizontalité. La démocratie relie les hommes entre eux et on se bat pour elle, on fait des guerres pour elle et c'est donc quelque chose d'extrêmement fort, si vous voulez. Dans votre livre, vous parlez à plusieurs reprises, c'est un des aspects qui m'a intéressé, même si c'est pas l'objet propre du livre, mais vous citez à de nombreuses reprises, Jacques Maritain. Absolument. Et celui-ci, c'est une des citations qu'on trouve dans votre livre, a écrit ceci: dans une société laïque d'hommes libres, l'hérétique est celui qui brise les croyances et les pratiques communes, celui qui prend position contre la liberté ou contre l'égalité fondamentale des hommes ou contre la dignité et les droits de la personne humaine. Donc il y a des hérétiques, ce qui va dans le sens si la démocratie est une religion, celui qui n'adhérerait pas à telle ou telle valeur de cette religion, quelque part, si on file la comparaison, l'analogie, eh bien, serait hérétique. Et c'est ce que dit explicitement, c'est intéressant, Maritain, qui a eu un rôle essentiel, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais on peut en parler maintenant, même si vous voulez. Qui, après la guerre, a écrit un livre majeur qui s'appelle Christianisme et démocratie. C'est pendant la guerre même, non ? Même pendant la guerre. Si j'ai bien lu votre livre, il a été parachuté. Pendant la guerre, vous avez raison, c'est un livre de 1942. Et il a été publié sur papier Bible et parachuté par les avions américains sur la France. C'est donc un livre quelque part de propagande et il s'agissait de faire basculer l'opinion publique qui était majoritairement pétainiste à l'époque, qui était pour le maréchal Pétain, et de les faire basculer pour le camp américain, le camp du général de Gaulle, en expliquant que la démocratie, qui avait très mauvaise presse à l'époque, y compris dans le camp du général de Gaulle, ça Raymond Cassin, il y a une correspondance entre le général de Gaulle et Raymond Cassin qui est très intéressante, qui dans la dernière édition de Christianisme et démocratie est citée dans la préface, et où on s'aperçoit que de Gaulle lui-même hésitait à utiliser le concept de démocratie. Oui, mais vous le citez, ça d'ailleurs. Je le cite, ça absolument. Se retrouve dans votre et donc, ouvrage. Jacques Maritain va réconcilier le christianisme et la démocratie, faciliter le basculement de l'opinion du pétainisme vers le gaullisme, et ensuite Jacques Maritain, après la guerre, va être considéré comme le grand philosophe de la démocratie chrétienne et le grand philosophe ensuite du Concile Vatican II, et avoir une influence tout à fait majeure sur l'opinion catholique de cette seconde moitié du XXe siècle. Est-ce que ce basculement opéré par Maritain ne trouve pas ses origines à la fois dans
chez lui, je veux dire, dans la crise d'action française et ensuite dans Humanisme intégral. Alors oui, certainement. Qui paraît un peu avant la guerre. Jacques Maritain est vraiment un philosophe très important et son itinéraire intellectuel est très intéressant puisque c'est un converti et il a été au début d'un thomisme extrêmement strict. Et puis ensuite, face à la montée de l'Action française, il a basculé et dans une vision plus démocratique des choses. Et à ce titre, il est véritablement l'héritier de Marc Sangnier. Et du mouvement de la démocratie chrétienne initié par Marc Sangnier et le Sillon. Et le Sillon, oui. Vous voyez. Et donc, c'est la même filiation intellectuelle, si vous voulez. Ça, c'est incontestable. Alors pour continuer à suivre la table des matières de votre ouvrage, non content de dire que c'est une idéologie, vous venez de nous le rappeler, d'en donner quelques idées, quelques aspects, vous continuez en disant que la démocratie est une négation. Ça c'est très étonnant comme affirmation. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, c'est très simple. L'essence de la démocratie, alors on peut discuter sur ce qu'est l'essence de la démocratie, mais je pense qu'il y a quand même un consensus, non seulement dans les philosophes de la démocratie, dans les auteurs, les pères fondateurs, ceux qui ont pensé ce régime, mais je crois même dans le grand public. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'essence de la démocratie, c'est l'égalité. C'est de dire que nous sommes tous égaux. Et ce que l'on retrouve évidemment dans le suffrage universel. Et cette égalité, dans le système démocratique, elle est exacerbée à son paroxysme. Et aujourd'hui, où la démocratie est vraiment hégémonique, cette égalité est encore plus forte qu'elle ne l'était il y a 100 ans. Et au point même de menacer l'union avec le libéralisme. Vous voyez, il faut que la redistribution des richesses aujourd'hui soit totale. Et alors évidemment tout le monde parle de cela, mais c'est pour dire que l'égalité c'est vraiment le concept clé. Or qu'est-ce que c'est que l'égalité ? C'est nier la différence entre les hommes. Mais oui, si nous sommes tous égaux, c'est qu'il n'y a pas de différence entre nous. Alors, il y a un premier niveau de lecture. Est-ce que la démocratie est assez sotte pour nier que les hommes soient différents les uns des autres ? Évidemment non. Un premier niveau de lecture, on pourrait dire, d'abord, les hommes sont de fait tous égaux. Et c'est ce que dit Hobbes, par exemple. Hobbes dit, il y a des différences de nature, puisque il y en a qui sont plus forts, d'autres plus faibles, des plus grands, des plus petits, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres. Il y a des différences. Mais, dit-il, le plus faible a toujours assez de force pour tuer le plus fort. Donc, les hommes sont fondamentalement égaux. En réalité, dans l'Antiquité, on connaissait l'égalité. Il y a toujours eu une certaine égalité. Sauf que Aristote, par exemple, ou Platon, distinguent deux types d'égalité. Ils disent, il y a l'égalité arithmétique, c'est-à-dire un homme, une voix. On donnera à chacun, par exemple, on vient de parler de la guerre, à la guerre, chacun a droit à un ticket de rationnement. Ça, c'est une égalité arithmétique. Bon. Et puis, disent Platon et Aristote, il y a l'égalité géométrique. Qu'est-ce que c'est que l'égalité géométrique ? L'égalité géométrique, c'est par exemple de donner à manger à tout le monde. Si vous donnez à manger à tout le monde, ce que vous allez donner à un enfant de 3 ans comme ration de viande, c'est l'exemple que prend Aristote, ça n'est pas ce que vous allez donner à Milon de Crotone, car paraît-il, Milon de Crotone mangeait un bœuf par jour. Et pourtant, vous avez, dans l'égalité géométrique, vous avez donné à manger à un enfant et à Milon de Crotone. Et donc ça veut dire qu'il faut moduler
en quelque manière, l'égalité entre les hommes. Or, dans la démocratie moderne, l'égalité est uniquement arithmétique. Un homme, une voix. Et donc, il y a eu des tas de recherches, par exemple, pour savoir si il fallait moduler le vote. Par exemple, donner un nombre de votes plus important aux pères de famille. Oui, ce qu'on appelait le vote familial. Le vote familial. Ou donner une voix plus lourde, par exemple, à l'élite. C'est-à-dire, le président de Renault, sa voix devrait peser plus que celle du premier ouvrier de son ultime usine. Eh bien non. La démocratie donne le même droit de vote au président de Renault que à son ouvrier. Et c'est ça l'essence de ce régime. Et donc, quelque part, il faut bien nier les égalités de nature, au moins sur le plan politique, si vous voulez. Et donc, quelque part, alors, la différence entre la démocratie, c'est-à-dire le régime issu de la Révolution française, et l'ancien régime, ce qu'on a appelé l'ancien régime, c'est que dans l'ancien régime, la loi était différente en fonction des gens. C'est ce qu'on a appelé les privilèges. Les privilèges, ça veut dire loi privée. Mais la loi privée, ça veut pas dire des passe-droits. Ça veut pas dire que vous êtes mieux vu et donc vous avez une loi, vous avez pas à payer d'impôts ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas du tout ça. La loi privée, ça veut dire que chaque catégorie de citoyens, chaque catégorie de personnes a des lois qui lui sont propres et qu'il n'y a pas de loi universelle qui soit applicable à tout le monde. Ou s'il y en a, ça n'est pas l'ensemble du corps de loi. Et donc, en démocratie, ça, c'est impossible. Il n'y a pas de loi privée en démocratie. L'essence, c'est que tout le monde ait la même loi. Et donc, concrètement, le régime républicain nie l'existence de toute réalité autre que cette loi. Et les réalités qu'elle nie, ce sont notamment les communautés naturelles. Qu'est-ce qu'on appelait les communautés naturelles dans la Philosophia Perennis, je songe beaucoup à Aristote là. Eh bien, Aristote dit qu'il y a des réalités naturelles. Par exemple, le couple, c'est une réalité qui est faite par la nature. La famille aussi. Même la cité est une communauté naturelle. Le village est une communauté naturelle. Et donc, ces communautés naturelles, elles doivent avoir une représentation propre, une loi propre. Or, en démocratie, il n'y a rien de tout cela. Et au-delà de cela, Platon et Aristote disaient que la nature avait un certain ordre, que la nature était créée par un espèce de premier moteur, ce que Platon appelle un premier moteur, ce que par la suite on a appelé tout simplement Dieu, et Dieu qui est un être parfait, mais personnel et distinct du monde, aurait créé le monde en lui donnant un certain ordre. Et cet ordre serait immuable. Et donc la loi n'est que le reflet de cet ordre dans l'Ancien Régime. Alors que dans le régime démocratique, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a aucun ordre. Le seul ordre qu'il y ait, c'est celui que les hommes se donnent à eux-mêmes. Comment ? En se donnant souverainement un certain nombre de lois. Donc vous voyez que égalité dans la définition de la loi est une loi qui n'a plus rien à voir avec l'ordre de la nature. Et donc, c'est la négation de cet ordre de la nature. Et ça, c'est l'essence du régime républicain. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les grands philosophes qui l'ont pensé. Maxence Sécard, merci de ces explications. On vous retrouve dans quelques instants. Je rappelle que j'ai le plaisir de vous recevoir dans le studio de Radio Courtoisie pour votre ouvrage « Les fondements philosophiques de la démocratie moderne » dont la 3e édition vient de paraître, paraît cette semaine, sort cette semaine aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Je vous propose, en attendant d'avoir le plaisir de continuer avec vous cette discussion autour de ce sujet fondamental qui est la démocratie, d'écouter une annonce.
Alors Maxence Eckart, nous parlons de la démocratie qui est, vous l'avez dit, vous l'avez montré, même s'il faut évidemment creuser tout ça, hein, c'est pour ça qu'on renvoie vers votre livre, hein, il n'est pas question ici d'en faire une synthèse qui serait suffisante, mais de donner quelques idées de ce qu'il contient. Donc c'est une idéologie, c'est essentiellement une négation parce qu'il repose sur le principe d'égalité. J'avais envie de vous demander quand même si avant de reposer sur le principe d'égalité, cette démocratie ne mettait pas en avant surtout les individus, puisque vous avez évoqué tout à l'heure les communautés naturelles défendues par exemple mises en avant par Aristote, et que la société sur laquelle s'appuyait la société d'Ancien Régime. Mais pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait des individus. Est-ce que la démocratie n'est pas d'abord un système, un régime, d'ailleurs j'aimerais que vous nous précisiez ces concepts, un système ou un régime principalement individualiste. Mais absolument. Et qui devient égalitaire parce qu'il est individualiste. Alors, c'est la même chose en réalité. C'est tout à fait la même chose puisque la démocratie, Rousseau nous dit que l'homme est un tout parfait et solitaire. Être un tout parfait et solitaire, ça veut dire que chaque homme se suffit à lui-même et peut vivre seul quelque part. Et donc, il nous décrit les hommes avant le contrat social qui vivent dans la forêt, chacun pour soi, si vous voulez. Or, Aristote avait une définition inverse de l'homme, puisqu'Aristote nous dit l'homme est un animal politique. Qui dit un animal politique, ça veut dire un animal qui vit forcément en société. Ça veut dire que, pour Aristote, un homme seul est un homme, il le dit d'ailleurs dans l'Éthique à Nicomaque, si mon souvenir est bon, il dit l'homme seul ou est redevenu un animal, une brute, ou est un saint. Un anachorète de Cyrénaïque, oui. Vous voyez. Alors que, dit-il, l'homme normal, vous et moi, ne peut pas vivre tout seul. Nous avons besoin non seulement d'une famille, mais nous avons besoin de travailler dans une société avec d'autres hommes, parce que on ne peut pas à la fois produire ses vêtements, sa nourriture et construire sa maison. Il faut se partager le travail, et donc pour ça il faut vivre en société. Donc ça, c'est ce que disait Aristote. Et Platon avant lui, d'ailleurs. Platon avant lui et beaucoup d'autres philosophes, si vous voulez. Hein. Je cite quelques auteurs pour donner des repères. Rousseau, lui, nous dit non, pas du tout. Vous pouvez vivre seul. Et donc, évidemment, si l'homme est un tout parfait et solitaire, les hommes sont tous égaux entre eux. Et évidemment, la théorie du contrat social que développe Rousseau justifie cette égalité fondamentale du contrat social et de la loi. Voyez. Et alors évidemment la contrepartie, c'est qu'évidemment les individus sont indépendants les uns des autres. Il y a donc un lien intime entre le régime démocratique et l'individualisme. Et alors aujourd'hui, on le voit de façon sociologique, et il y a une multitude d'ouvrages qui paraissent là-dessus sur l'individualisme contemporain, le fait que les hommes soient coupés les uns des autres. D'abord, on le voit dans la politique familiale, puisque les familles disparaissent, elles ne sont plus stables, et donc on revient à la famille décrite par Jean-Jacques Rousseau, où quelque part le mâle procrée et abandonne son épouse avec ses petits, et les petits, très vite, quittent le foyer et mènent leur vie dans leur coin. Et quelque part, n'ayant plus une structure familiale stable et solide, eh bien, le support de cet homme solitaire, c'est précisément l'État, qui va quelque part remplacer la cellule familiale pour fournir à l'individu solitaire ce dont il a besoin. Oui, c'est la béquille universelle. C'est la béquille universelle, voyez, et donc c'est l'État à providence. Et donc il y a de fait un lien entre l'individualisme et la démocratie, c'est incontestable. Dernière question sur ce sujet. On dit souvent, peut-être c'est une distinction qui ne tient pas, mais vous allez nous le dire,
que la démocratie française a plutôt tendance justement à mettre l'accent sur l'égalité, et que la démocratie américaine, un petit peu antérieure, a plutôt, elle, tendance à mettre l'accent sur la liberté. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Alors, il y a eu cette distinction qui est faite de cette parfois. distinction. Alors, je pense que il y a plusieurs niveaux de lecture. D'abord, il y a un lien intime, on y reviendra peut-être, entre l'égalité et la liberté telle qu'elle est conçue dans la démocratie. Et donc, il y a une sorte de dialectique entre ces concepts. Ensuite, il y a plusieurs réalisations du régime démocratique, des réalisations concrètes. Kant nous explique que le régime républicain est une sorte d'idéal dont la perfection n'existe nulle part. On n'en voit en réalité que des réalisations qui sont forcément incomplètes. Oui, des reflets partiels en fait. Des reflets partiels. Et donc, il est assez logique que dans les diverses démocraties concrètes qui existent, eh bien, telle démocratie va plutôt mettre en avant telle valeur et une autre valeur. Alors, moi, dans mon modeste travail, je n'étudie pas tout cela. C'est très intéressant d'étudier cela. Et il y a beaucoup d'auteurs qui le font et je vous renvoie à leurs travaux. Mais comme moi, je voulais faire un travail sur les fondements, je considère, si vous voulez, que les fondements de la démocratie américaine et les fondements de la démocratie française sont identiques. Et les grandes valeurs sont également identiques. Alors qu'il y ait des nuances dans le mode de fonctionnement quotidien, je dirais, de telle ou telle démocratie, c'est évident. Donc oui, pour vous, ce sont des nuances. Ce sont des nuances d'un même régime. Voilà, mais ce ne sont pas des oppositions. Des distinctions fondamentales Absolument. entre deux types de régimes. Très bien, vous avez parfaitement répondu à ma question. Si je poursuis la découverte à grands pas et de manière trop rapide évidemment, de votre ouvrage dans sa première partie, je dirais qu'à la fin de cette première partie, et justement, en quelque sorte, vous donnez une sorte de coup de grâce, puisque vous nous déclarez, c'est l'intitulé de la dernière sous-partie, si je puis dire, que la démocratie n'existe pas. Alors là, il faut vous expliquer. Parce que ça fait quand même quasiment 1 heure que nous parlons de démocratie, que vous nous l'expliquez, vous nous la dévoilez, vous nous dites c'est une idéologie, elle nie la réalité humaine, elle met en avant l'égalité, etc. Et tout d'un coup, là, si je m'en tiens juste à votre table des matières, elle n'existe pas. Vous voyez, c'était pour réveiller le lecteur. Eh ben, il est bien réveillé, là. Parce que ça, c'est... Parce que c'était une bonne nouvelle, alors. Là, c'est une opinion personnelle pour moi. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais je crois que tous les observateurs, et depuis très longtemps, ont remarqué que la démocratie n'est pas le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que le peuple ne gouverne pas vraiment. Et or... Mais c'est un dysfonctionnement, ça. Non, ça n'est pas un dysfonctionnement. C'est une réalité, en fait. Or, la définition la plus commune de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Or, tous les observateurs, Rousseau lui-même, et avant lui Machiavel, Montesquieu, Tocqueville, nous disent, mais nous sommes tous bien d'accord que le peuple n'est pas capable de gouverner, qu'il n'est pas capable de faire des lois. C'est très compliqué de faire des lois, de faire des bonnes lois qui marchent. Oui, voyez, et qui plus est, qui marchent, oui. Et c'est assez difficile, c'est un travail de spécialiste. Donc, on est tous d'accord pour dire que le peuple ne gouverne pas. Mais ça, on ne le dit pas. On ne dit pas... On le dit dans quelques livres en passant. Dans quelques livres en passant, note en fin de page. On ne le dit pas au grand public. On dit au contraire au grand public, mais vous êtes souverain, c'est vous qui gouvernez, au prétexte que vous participez à une élection sur le choix des gouvernants. Et vous voyez, Rousseau a des pages très très importantes, des passages très importants où il explique que la démocratie est un régime extrêmement parfait et qui ne peut fonctionner que dans des cités très petites, parce qu'il songe à la démocratie directe, en fait. Mais aujourd'hui, la réalité démocratique, c'est que nous sommes dans des nations, si on peut encore parler de nations, qui comptent des centaines de millions d'habitants.
Vous voyez, que si on parle de la nation américaine, demain on parlera, c'est pas encore le concept n'est pas encore complètement sorti de terre, mais on parlera de la nation européenne. Bon bah c'est à chaque fois 350 millions d'habitants. Bon, et là même le bulletin de vote que vous allez déposer dans l'urne est très loin du gouvernement. Et la plupart des gens qui votent ignorent même le fonctionnement de ce régime. Et donc, on ne peut pas dire qu'il gouverne. Or, donc ce que j'ai voulu dire dans ce chapitre, c'est que tout simplement, la démocratie, c'est autre chose que le gouvernement du peuple. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est la question que j'allais vous poser. Et donc, ça nous amène à la seconde partie. À la seconde partie. Mais avant de passer à cette seconde partie, pour bien établir un peu un peu les choses, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Vous posez quelques questions. D'abord, est-ce que vous faites une distinction de définition entre régime et système, par exemple? On parle de système démocratique, on parle de régime démocratique. Alors, en fait, c'est une question de vocabulaire. Voilà, mais le vocabulaire est important, même s'il n'est pas essentiel, il est important. Alors, régime, c'est un mot un peu ancien, en fait. Hein, c'est la traduction de régimen en latin. Et on parlait de régimen précisément pour distinguer les formes de gouvernement. Donc les trois formes dont j'ai parlé tout à l'heure, monarchie, aristocratie, démocratie. Et donc, lorsqu'on parle de régime démocratique, en fait, c'est une référence à cette distinction antique entre les trois formes de gouvernement. Quand on parle de système, on parle plutôt d'une construction intellectuelle globalisante. Les systèmes, c'est ce qui couvre tout. Et en même temps, c'est une construction intellectuelle. Donc, c'est un point de vue, si vous voulez, plus moderne, plus sociologique. Mais en réalité, on parle de la même chose. Régime démocratique, système démocratique, ça revient au même. Alors, deuxième question, est-ce que, qui peut-être prendre le pas sur ce qu'on va dire tout à l'heure, mais est-ce que vous établissez une rupture radicale entre ce qu'était la démocratie athénienne, la démocratie antique au sens classique et ancien du terme, et la démocratie moderne dans ce qu'elle est aujourd'hui? Alors je dirais, et je vais vous faire une réponse de Normand. Ça me convient tout à fait, je suis normand. Et je dirais donc oui, attention à ce que vous dites en fait. Je le suis également. Donc je dirais oui et non. Je dirais effectivement, il y a une distinction fondamentale entre la démocratie athénienne et la démocratie d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la démocratie athénienne regroupait certes les citoyens d'Athènes, mais seulement les citoyens de souche, je dirais. Et ça représentait, nous dit Démétrius de Phalère, environ 21 000 personnes sur 400 000 habitants à Athènes. Le reste étant composé d'esclaves et de métèques. Vous savez que les métèques, c'était les étrangers qui vivaient dans la cité, mais qui ne participaient pas à la vie politique. Donc, on ne peut pas comparer un régime politique qui reposait sur 5% de la population à un régime où aujourd'hui tout le monde a un droit de vote. Vous allez me dire que les immigrés ne l'ont pas encore, mais néanmoins, aujourd'hui, sur les 60 millions de Français, il y a 60 millions de votes. Donc c'est quand même très différent. Et ensuite, la démocratie athénienne fonctionnait, c'était tout petit, puisque ça ne concernait, c'était vraiment une démocratie directe, et ça ne concernait que 400 000 personnes. Par contre, on a fait des rapprochements qui sont très exacts entre la démocratie athénienne et la démocratie d'aujourd'hui. Quels sont ces rapprochements ? Eh bien d'abord sur la primauté de la loi, sur l'égalité, et puis ensuite même sur le plan sociologique. C'est-à-dire la fin de la démocratie athénienne ressemblait étrangement à notre monde. C'est-à-dire une inflation législative énorme, des lois pour tout et surtout, c'est Démosthène qui le dit, et une multiplication des affaires et une grande corruption au niveau politique et en dehors de la politique. C'est la principale critique que lui fait Platon. Voyez, et ça a été repris par Sophocle, par Aristophane, par tous ces gens-là qui se moquent de la démocratie en disant c'est un régime corrompu avec des tas d'histoires. Et l'histoire du procès de Socrate,
il a été victime d'un mauvais procès. Voyez. Et donc aujourd'hui, où il n'y a pas de semaine où il n'y a pas la une des journaux sur un procès qui met en cause un homme politique, quelle que soit sa couleur, eh bien, c'est exactement ce qui se passait à Athènes. Donc, vous voyez, il y a des différences et il y a des correspondances. Donc, j'ai une section sur l'histoire d'Athènes qui est, je crois, est assez originale parce que elle a un œil critique. Oui, effectivement, mais là, vous venez de nous le laisser entendre. Est peu fréquent. Oui, aujourd'hui, habituellement, on dit la démocratie athénienne, c'était une démocratie parfaite. Voilà. En tous les cas, comme système ou régime démocratique, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, parce qu'effectivement, on a les pieds dans la gadoue. Mais en même temps, si vous voulez, la démocratie d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus important que la démocratie athénienne. Il y a peut-être autre chose, effectivement. Mais est-ce que justement, c'est parce que nos sociétés ont atteint des masses critiques que c'est autre chose, et puis parce que il y a un substrat métaphysique à la démocratie qu'il n'y avait pas à Athènes. Oui, mais est-ce que ce substrat métaphysique qu'il n'y avait pas à Athènes, effectivement, a trouvé sa place, je ne sais pas exactement comment dire, parce que nos sociétés ont pris une ampleur. Je ne pense pas que ce soit lié à la taille. Très bien. Alors, nous allons en reparler dans un instant. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Maxence, qui a le grand plaisir de recevoir pour vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, Maxence Écart, pour son ouvrage, la 3e édition de son ouvrage, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Vous pourrez rencontrer l'auteur lors du Salon du Livre de Radio Courtoisie le 12 juin prochain, donc ne manquez pas à la fois ce rendez-vous, bien sûr, en lui-même, et puis ce rendez-vous pour rencontrer Maxence Écart. Alors, cher Maxence Écart, je vais me livrer à une opération absolument pas démocratique, puisque je vais vous soumettre à la question. J'ai déjà mal. Cette fois-ci, des auditeurs. Je les découvre en même temps que vous. Donc c'est à nos risques et périls, et à vous principalement, et à moi en tant que responsable de cette émission. Alors, un auditeur vous demande, préférez-vous vivre sous l'absolutisme ou une société de caste ? Ouf. Je dirais ni l'un ni l'autre, parce que l'absolutisme fait référence peut-être à une monarchie absolue, et de mon point de vue, la monarchie absolue est une monarchie dégradée, et qui elle-même a des germes totalitaires, et une société de caste fait référence en fait à une société où l'inégalité serait érigée en principe. Et ça n'est pas non plus ce que je souhaiterais, la société dans laquelle je souhaiterais vivre. Moi, ma conviction personnelle... Mais qui est pas, c'est pas le thème de votre livre, hein, il faut bien le repréciser. C'est pas le thème de mon livre, c'est que je crois que l'ordre de la nature existe, et moi je souhaite vivre simplement, quel que soit le régime politique de la société où je vivrai, dans une société qui respecte cet ordre de la nature. Alors, un autre auditeur vous demande, connaissez-vous cette fameuse phrase de Gracchus Babeuf, père du communisme français, qui disait « Les petits, on les met sur un escabeau, les grands, on leur coupe la tête, tout le monde doit être égaux. » Il était le père de la théorie du complot des égaux. Connaissez-vous, sous l'Ancien Régime, la démocratie royaliste ? Merci pour cette émission. Et merci de votre réponse. Donc, on attend votre réponse. Je ne connaissais pas cette citation de Babeuf, mais elle me fait penser à cette image de la philosophie antique où on dit qu'il faut couper les épis qui dépassent. Et quelque part, la démocratie égalitaire risque d'abîmer la nature de ceux qui dépassent. Et c'est précisément cela que nous dit Babeuf. Et donc, je pense que Babeuf était un vrai démocrate.
Alors, un autre auditeur vous demande, la démocratie ne s'identifie pas forcément à la République. Ne présente-t-on pas la monarchie britannique comme la plus ancienne démocratie actuelle ? Alors, précisément, la monarchie britannique se définit comme une démocratie, comme d'ailleurs la démocratie espagnole. Et donc, je renvoie cet auditeur à un développement que je fais dans mon ouvrage sur précisément la dialectique entre le concept de république et le concept de démocratie. Et effectivement, cet auditeur a tout à fait raison de dire qu'il y a eu des oppositions. C'est tout à fait vrai dans l'histoire des idées. Et j'ai dit tout à l'heure que les pères du régime républicain n'étaient pas démocrates. Et aujourd'hui, certes, on parle des valeurs de la République, vous l'avez rappelé, mais on parle plutôt de démocratie que de République. En réalité, c'est le même système. Et je m'en explique dans mon livre. Le sens des mots a un peu varié au cours des 2 derniers siècles, mais on parle bien de la même chose. La République et la démocratie, c'est la même chose. Il y a une identification des 2 termes. Un auditeur nous fait remarquer, au pays de Jean-Jacques Rousseau, c'est la démocratie directe. Commentaire, pas de commentaire. Alors, effectivement, Rousseau dit que la démocratie ne peut être que directe, parce que pour lui, la souveraineté populaire ne peut pas être déléguée. Donc, ce que nous connaissons aujourd'hui, une démocratie représentative, au regard de la philosophie de Rousseau, c'est une contradiction. Un auditeur, décidément, sont principalement des hommes qui participent à cette discussion. Donc un auditeur de Radio Courtoisie vous écrit ceci, vous parlez de la démocratie athénienne et de la démocratie actuelle. À Athènes, il s'agissait d'un tirage au sort, aujourd'hui c'est par élection. Il s'agit d'une grande différence car tout le peuple pouvait être tiré au sort à Athènes. Aujourd'hui ce sont les riches qui tiennent les ficelles des élections en tenant les médias et compagnie. Alors cet auditeur est tout à fait érudit et il a raison puisque tant Platon qu'Aristote disent que la définition de la démocratie, c'est l'élection par tirage au sort des gouvernants. Et donc il a tout à fait raison. Et de fait, dans l'histoire athénienne, ce qu'on appelait les archontes, c'est-à-dire les chefs du peuple, et à une certaine époque, ont été tirés au sort. Et donc, c'est pendant cette période démocratique. Mais je rassure cet auditeur, même sous le régime d'Athènes de tirage au sort des archontes, et c'est un régime qui a assez mal fonctionné, c'était quand même les familles riches qui dirigeait la démocratie athénienne, et Périclès s'affrontait à Cimon, et c'était les 2 familles les plus riches de l'époque. Donc c'était les Bettencourt, si vous voulez, d'Athènes. Voilà, tout est dit. Un auditeur nous renvoie plutôt aux ouvrages du professeur Canfora. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas. Qui a écrit, donc un professeur de grec ancien à l'Université de Paris, qui a écrit 3 ouvrages. La démocratie, histoire d'une idéologie, l'imposture démocratique, un métier dangereux, philosophe à Athènes, aux éditions du Seuil. Et puis un auditeur et une auditrice vous remercient pour la qualité de vos propos, très limpides, très clairs et très instructive. Merci beaucoup. Je propose qu'avant que nous retrouvions Maxence Écart pour la dernière partie de cette émission, nous marquions une pause musicale, quelque chose qui n'est pas franchement démocratique, qui vise plutôt à l'harmonique, à l'égalité pure. En écoutant, je crois que vous avez choisi, Maxence Écart, un peu de Chopin. Absolument. J'aime beaucoup Chopin. Voilà, vous écoutez Radio Courtoisie, quelques extraits de Chopin, choisis par Maxence Écart, l'invité du libre journal de Philippe Maxence, pour la 3e édition de son ouvrage « Les fondements philosophiques de la démocratie moderne » aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Vous pourrez retrouver Maxence Écart à la fête du livre de Radio Courtoisie le 12 juin prochain. Il dédicacera cet ouvrage, évidemment, et vous l'avez compris, il parle avec abondance et énormément de limpidité, donc il pourra discuter avec vous et expliquer ce qui pourrait rester un petit peu dans les nuages de la démocratie, justement. Alors Maxence Écart, vous nous avez dit que la démocratie finalement c'était pas le pouvoir du peuple.
C'est vrai. C'est bien ce que vous avez dit, hein, j'ai bien compris. C'est ce que je viens de dire. Alors si c'est pas le pouvoir du peuple, enfin qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous ai dit que une des valeurs de la démocratie, c'était la rigueur scientifique. Nous sommes dans un monde scientiste. Nous croyons uniquement à la vérité des sciences. Eh bien, que nous disent les sciences ? Les sciences nous disent depuis Darwin que le monde existe par lui-même et qu'il évolue. Et que l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres qui est apparue à un moment de l'histoire du monde et qui change en permanence. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que Darwin, en fait, n'a rien inventé. En fait, il a mis en forme scientifique, entre guillemets, avec son langage de biologiste, une philosophie qui est très ancienne et qui date même d'avant Platon et Aristote, puisqu'il y a des présocratiques qui adhéraient à cette philosophie-là. Donc je pense à des gens comme Anaximandre ou Empédocle. Et le plus grand penseur de cette métaphysique, c'est Épicure. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'Épicure. Tout le monde dit « je suis épicurien ». Il faut dire que Michel Onfray a mis ça Michel Onfray a mis ça à la mode. Oui. Mais avant lui, il y en a eu d'autres, comme André Comte-Sponville, même des gens comme Luc Ferry, en fait, sont proches d'Épicure. Luc Ferry est plutôt kantien, non ? Il est plutôt kantien, mais Kant était épicurien. Voilà, oui, c'est ça, il y a une généalogie en fait. Il y a une généalogie, bien sûr, on est là pour faire de l'histoire des idées. Alors, qu'est-ce qu'il dit Épicure ? Eh bien, Épicure, il dit, le monde est composé d'atomes qui se rencontrent au hasard, qui forment des êtres, et des êtres animés ou inanimés. Et puis, ces êtres ont... Alors, il n'y a pas vraiment le concept de progrès dans Épicure, mais il y a quand même le concept que la nature se développe. Et tout ça a été repris lors de la redécouverte d'Épicure au début du XVe siècle. En 1417, on retrouve le manuscrit du grand disciple d'Épicure qui est Lucrèce. Et Lucrèce va être très lu tout au XVIe et au XVIIe siècle par des gens comme Montaigne, par des gens comme Giordano Bruno, qui va avoir une énorme influence sur tout le XVIIe siècle et sur toutes les Lumières. Et au XVIIe siècle, quelqu'un comme Gassendi va populariser l'atomisme. Et puis vous allez avoir toutes les grandes controverses sur le monde. Est-ce que le monde est infini ou est-ce qu'il est fini ? Est-ce que la Terre est au centre du monde ou est-ce que c'est le Soleil qui est au centre du monde ? Est-ce que les planètes sont habitées ou est-ce que seule la Terre est habitée ? Et en fait, ces polémiques vont se développer dès le XVIe siècle, avec des gens comme Nicolas de Cluse, avec, voyez, donc j'ai cité Giordano Bruno, qui est un des auteurs les plus importants. Et alors, qu'est-ce que dit, par exemple, un Giordano Bruno ? Il dit... La matière et la forme, c'est la même chose. La matière et l'esprit, c'est la même chose. Le monde a une sorte d'âme qui le développe. Voyez ? Et donc, ce sont les racines du matérialisme contemporain. Et en même temps, ils sont tous transformistes avant la lettre. Voyez, Giordano Bruno. Oui, c'est là où on rejoint Darwin. C'est là qu'on rejoint Darwin. Giordano Bruno explique que la Genèse, Adam et Ève, tout ça, c'est pour les petits enfants, vous comprenez. Parce que à l'époque de Giordano Bruno, on venait de découvrir l'Amérique, les Indes, et il dit, ça me fait bien rire de dire que les Indiens descendent de Noé. Vous voyez, donc c'est pas possible. Bon, et il dit en plus, parce qu'il était extrêmement raciste, Giordano Bruno, il dit, vous allez pas me dire quand même que les Égyptiens et les Éthiopiens, c'est la même chose que les Juifs, ils étaient tous très racistes, vous voyez, ces gens-là. Bon, quelqu'un comme Vanini, qui vient 20 ans après Giordano Bruno, lui dit spécifiquement, les hommes descendent de la perfection de la semence des singes. Donc là, on est en 1619. Donc vous voyez, c'est quand même assez ancien. Et au début du XVIIIe siècle, vous avez quelqu'un comme Bernard de Maillet qui écrit sous pseudonyme le Téliamède, où il explique que les hommes qu'on voit sur deux pattes comme nous tous, il y en a d'autres. Il y a des hommes marins, les sirènes, il y a des hommes sylvains.
les Hollandais venaient de ramener des orang-outans d'Indonésie, vous voyez, donc tout le monde allait voir les orang-outans au Jardin des Plantes, et on disait, mais ce sont des hommes. Hein, et enfin bref, il y a toute une doctrine là-dessus, à tel point. Et alors tout le monde lisait Lucrèce, et tout le monde lisait Lucrèce sur la nature des choses, De Natura Rerum, parce que c'est un magnifique poème en latin, et les gens connaissaient encore le latin au XVIIIe. Et donc, Lucrèce explique que le monde est infini, que toutes les planètes sont habitées et tout ça. Donc, Diderot explique que Lucrèce c'est merveilleux. Kant explique que toutes les planètes sont habitées et que plus la planète est proche du Soleil, plus les hommes sont frustes, donc ce sont des singes, et puis plus elles sont éloignées, Saturne, tout ça, plus les hommes sont évolués. Donc ça, c'est dans Kant. C'est dans son premier écrit, le Traité du ciel. Mais il reprendra ce genre de propos tout à la fin de sa vie. Donc bon, ça montre bien. Et il dit, Kant, qu'il est proche d'Épicure. Voyez. Et donc, après, tout l'atomisme et tout ça, c'est la même chose. Hegel ne dit rien d'autre que ce que dit Giordano Bruno. Mais alors, quel est le lien que vous établissez avec la démocratie ? Avec la démocratie, eh bien, si le monde est un tout parfait et qu'il évolue en permanence, il faut bien, à un moment ou un autre, se donner une règle. Et c'est ça la souveraineté populaire. C'est quand les hommes décident, à un moment donné, ben voilà, on va faire une loi. Et cette loi, elle va être valable jusqu'à ce qu'on la change. Et cette loi n'a rien à voir avec l'ordre de la nature, puisqu'il n'y a pas d'ordre dans la nature, puisque la matière et l'esprit, c'est la même chose, puisque la matière évolue, puisque la matière est en progrès, puisque le monde est en progrès. C'est ce que nous dit Kant. Hein, la nature évolue. Donc, mais il faut bien se donner une règle à un moment donné, et c'est pour ça que Kant nous dit l'essence de la République, l'essence de la démocratie, c'est de se donner une loi à un moment donné. Donc, à un moment donné, on dit une loi. Et puis demain, on la changera. Si on a envie de la changer, on la changera. Bon avant le mariage pour tous, le mariage homosexuel était interdit. Et même au XIXe siècle, l'homosexualité était interdite. Mais aujourd'hui, ce mariage est autorisé. Et c'est très bien comme ça. Et demain, si on veut, eh bien, on pourra concevoir un système de mariage entre, je ne sais pas moi, un père et sa fille, par exemple. L'inceste, qui a toujours été interdit de tout temps, eh bien, on pourra dire, c'est légal. Rien ne nous interdit de le faire. Voyez ? Et donc, l'essence de la démocratie, c'est vraiment d'être à un instant de stabilité dans un monde en évolution. C'est ça le cœur de la métaphysique épicurienne, qui est la métaphysique sous-jacente de la à démocratie. La démocratie. Et comment cette démocratie, on est obligé de faire très vite maintenant, il nous reste 2 minutes, comment cette démocratie était devenue aussi universelle ? Eh bien, elle est devenue universelle parce qu'on a converti le christianisme à ce régime démocratique. C'est-à-dire que la religion, par essence universelle, est devenue démocratique. La religion universelle a embrassé la philosophie des Lumières. Et le christianisme, on a parlé de Jacques Maritain, qui a écrit Un christianisme et démocratie. Le christianisme a fait sienne les valeurs d'égalité et de liberté, au-delà de son dogme, de sa vérité dogmatique, au-dessus de la révélation, et prône désormais une fraternité universelle qui est le meilleur vecteur de l'égalité démocratique. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que le christianisme est devenu le saupoudrage spirituel du système démocratique universel, ou est-ce que c'est la démocratie qui est devenue la véritable religion universelle du mondialisme, par exemple ? Kant explique que les religions historiques, et le christianisme en est une, doivent être utilisées pour promouvoir le système républicain et l'état de droit. Et c'est ce qui est en train d'arriver, de mon point de vue, en ce moment. Alors pardon pour les auditeurs et pardon Maxence Séquard, on est obligé d'aller très très vite, mais comment est-ce que ce processus s'est effectué ? Je pense que ce processus s'est effectué à partir du moment où les religions historiques renoncent à leur force de révélation. Quand elles renoncent au fait de dire « je détiens une révélation, je suis la seule religion vraie ». Pour le christianisme, c'est ce qui a été fait au Concile Vatican II, si vous voulez. La déclaration Dignitatis Humanae,
Ça consiste à dire, on va faire un contrat social entre les religions. Toutes les religions ont droit de citer, et donc toutes les religions doivent prôner aujourd'hui la charité universelle, l'amour universel. C'est un petit peu les vœux du pape François du 6 janvier, où il dit « Je crois en l'amour ». Croire en l'amour, c'est croire en quelque chose au-delà même de la révélation de Jésus-Christ. Merci beaucoup Maxence Écart de cette explication, ce voyage trop rapide dans le cœur de votre ouvrage et quelque part dans le système démocratique. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, avec une préface de Pierre Magnard, publiée donc aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Vous serez présent à la fête du livre de Radio Courtoisie le 12 juin prochain. Et le samedi 4 juin à la librairie France Livre, 33 rue Galande. Voilà, j'invite tous nos auditeurs à prendre contact avec vous et à lire attentivement cet ouvrage d'une grande richesse. On en a eu un aperçu. Alors il y a eu d'autres messages d'auditeurs. Je vous les lis très très vite puisqu'il me reste quelques minutes. Un auditeur, les femmes avaient-elles le droit de vote dans la fameuse démocratie athénienne ? Non, elles ne l'avaient pas. On va faire par oui-non, si vous voulez bien, dans la mesure du possible, du moins. Une auditrice, Rousseau a destiné son contrat social qu'à la demande de Paoli pour un État pas plus grand que la Corse. Oui, c'est juste. Il dit que c'est... Enfin non, le contrat social est universel, mais la démocratie ne peut avoir lieu que dans des cités très petites. Voilà, Rousseau dit que dans l'état actuel de la société du XVIIIe siècle, il n'est pas question de revenir à l'homme seul, car c'est impossible. Après le contrat social. Voilà. Un auditeur, la démocratie est l'exploitation d'une minorité productive par la majorité, ce qui est qu'une quête uniquement philosophique rate. À cet égard, l'ancien régime où la minorité exploitait la majorité n'était pas pire. Voilà. Et dernier message d'un auditeur. Ne sommes-nous pas actuellement en ochlocratie ? Je ne sais pas si je lis bien. Je vous soumets ça, Maxence Écart, pour... Alors, je ne sais pas ce qu'est l'ochlocratie. J'avoue mon ignorance. Voilà, comme ça, vous m'enlevez tout sentiment de culpabilité. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de m'avoir invité. J'ai dit à Maxence Écart, si vous en acceptez le principe, il faudra revenir. Avec grand plaisir. Parce qu'il y a d'autres sujets liés à votre livre et à ce thème que vous avez exploré très profondément, le thème donc de la démocratie moderne, que j'aimerais poursuivre avec vous. Je sais que nos auditeurs, que je remercie aussi pour leur participation, seront très heureux de vous entendre à nouveau. Eh bien donc, à bientôt. À très bientôt. Et puis c'est ainsi que s'achève cette émission. Je rappelle quand même, avant de vous quitter tout à fait, le titre de l'ouvrage de Maxence Écart, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Vous retrouverez Maxence Écart à la fête du livre de Radio Courtoisie, où j'aurai également le plaisir d'être présent pour rencontrer les auditeurs de Radio Courtoisie. D'ici là, que Dieu nous garde.